Saliagas. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, est votre invité, David Doucan. Bonjour messieurs. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Ministre Modem, je le précise parce que se passe-t-il, Marc Fesneau, entre les deux partis de la majorité, La République En Marche, le Modem? Vous gouvernez le pays ensemble, mais alors quand il s'agit des municipales de l'an prochain, c'est chacun pour soi. La République En Marche investit en ce moment ses candidats sans tenir le moindre compte de votre avis. Il y a un dialogue entre le mouvement démocrate et La République En Marche. On est dans les phases qui sont toujours difficiles quand on est sur des affaires municipales. Il y a 36 000 communes, 1000 communes de plus de 10 000 habitants, ça fait quand même autant de sujets et de terrain sur lequel on peut avoir des accords ou aussi des désaccords. On est dans une phase de discussion entre les responsables des deux formations politiques. Il y a manifestement un certain nombre d'endroits où nous ne sommes pas aujourd'hui, nous n'avons pas encore atterri sur un accord. Oui. Moi, ce que je pense sur ces affaires de municipales, c'est qu'il faut être conforme à l'esprit de 2017. Et qu'on a vu aussi d'ailleurs quand on a fait la liste Renaissance aux Européennes, c'est un esprit de rassemblement et de dépassement. C'est pas du tout ce qui se passe, Marc Fesneau. Je prends l'exemple de Bordeaux. Investiture de Thomas Cazenave, proche de Emmanuel Macron, alors que le Modem gouverne aujourd'hui la ville avec Nicolas Florian, qui a succédé à Alain Juppé. Oui. Et le Modem pensait, et l'a dit, qu'il fallait mieux soutenir Nicolas Florian. Donc vous n'avez pas été entendu du tout sur ce cas. Il y a d'autres cas, Clermont-Ferrand, Dijon. Mais on n'a pas encore abouti, mais en tout cas, nous ferons valoir, et je pense qu'à La République En Marche, on y est très attentif aussi, la nécessité de montrer et d'envoyer des signes, non pas faire de la politique comme on a pu en faire trop souvent, mais de la politique en disant, après tout, est-ce que tel maire a un bon bilan ? Oui. Est-ce que tel maire, sans lui demander de s'enrégimenter, est capable de se rapprocher de ce que nous voulons faire à la fois au niveau national et au niveau local ? C'est vrai que l'exemple bordelais nous paraissait pas un bon exemple et un bon signal qui est envoyé. Vous n'avez pas du tout été entendu. Oui, non, mais on peut ne pas être entendu dans une discussion et dans une négociation. Est-ce que vous avez déjà été entendu sur un cas ? Parce que j'ai le sentiment qu'il ne vous écoute pas du tout. À ma connaissance, il doit y avoir 30 investitures qui ont été déployées sur 1000... de plus de 10 000 habitants. Vous gardez espoir de pouvoir travailler ensemble. Mais je pense qu'on a besoin sur ces affaires municipales d'envoyer les signaux d'un rassemblement et d'être ouvert à ceux qui, à droite, à gauche et au centre, ont envie de travailler avec nous localement. Et donc tout signal un peu négatif ne va pas forcément dans la bonne direction, mais je suis sûr qu'on sera entendu. Il faut donner le temps. Il ne faut pas non plus, d'ailleurs, je le dis au passage, forcément se précipiter. Parfois, il faut laisser les situations locales se décanter. J'ai été secrétaire général du Modem, je sais comment les choses se passent. Parfois, on a des choses qu'on pense être justes au mois de juillet, puis au mois de septembre-octobre, on se rend compte que les équilibres se font de nature différente. Là encore, et donc c'est un appel au dialogue, mais je crois que le dialogue se fera. Ce n'est pas l'état d'esprit de La République En Marche qui semble vouloir aller vite, par exemple à Paris. Alors, j'ai une question à vous poser. On a le sentiment d'un manque de respect. On apprend dans le Parisien ce matin qu'un séminaire s'est tenu à La République En Marche samedi pour former les candidats novices du parti majoritaire pour les élections municipales avec un jeu de rôle organisé. Et dans ce jeu de rôle, il y avait des personnages types affublés de surnoms. Alors par exemple, l'éventuel candidat Modem, c'était Marielle Orange, l'actuelle présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Marielle de Sarnez, appréciera. Et puis le candidat LR qui possiblement pourrait rejoindre la majorité, c'était Jean Brutus. Comment pouvez-vous vous faire confiance avec un tel séminaire? Mais moi j'en ai parlé avec Stanislas Guerini, je pense que ça relève d'une maladresse, mais il faut faire toujours attention aux symboles et aux gestes, et parfois dans la vie politique c'est les petites choses, et des choses qui relèvent de la symbolique, parce qu'au fond tout ça n'a aucune importance, et celui... Oui, mais le respect c'est important. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Celui qui a commis ce genre de jeu de rôle aussi simpliste, y compris dans la terminologie qui est employée, aurait mieux fait de réfléchir avant de le faire, mais je crois que nous partageons avec Stanislas Guerini l'idée que tout geste, tout sentiment qu'il y aurait une forme de dénigrement, y compris au travers d'un jeu de rôle, est un mauvais geste. Et je pense que les uns et les autres, on est conscients de ça. Moi, je serai toujours de ceux qui, et je l'ai fait longtemps comme responsable de formation politique, et je reste en responsabilité aussi de ça, même si je suis par ailleurs ministre, faire en sorte que les attitudes, parce que dans la politique, les attitudes, ça compte, et ce soit des attitudes qui soient ouvertes et des attitudes respectueuses. Et donc, chez nous et chez les autres, on est en droit d'espérer et d'estimer qu'il faut avoir des attitudes respectueuses. Je vous lance un défi, Marc Fesneau, vous me faites une réponse en un mot. Je vous lance un défi, une réponse en un mot. À Paris, le Modem, qui ne présentera pas de candidat, soutiendra Benjamin Griveaux ou Cédric Villani? Qui a votre préférence? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre en un mot. Parce que non, ils seront désignés. La désignation aura lieu la semaine prochaine. Qui a votre préférence? Non, mais d'abord, c'est des désignations internes à La République En Marche. Vous avez une préférence? Je ne formulerai aucune préférence. C'est au Modem de Paris de se déterminer. Défi non relevé. Non, défi non relevé, parce que là, vous êtes, vous connaissant, c'est un peu étonnant, vous êtes un peu trop simpliste à me demander un oui ou un non ou un non. Bah si, vous pouvez avoir une préférence politique, vous êtes en responsabilité. Non, mais qui est le meilleur candidat? notre préférence, elle est simple, c'est de trouver avec La République En Marche les voies et moyens pour faire en sorte que Madame Hidalgo ne soit plus maire de Paris
en 2020. Bon, venons-en à un sujet de fond qui occupe aujourd'hui les débats à l'Assemblée nationale, la loi contre la haine sur Internet, qui est en ce moment discutée. Est-ce que vous pensez, Marc Fesneau, qu'on combat le racisme en lui interdisant de s'exprimer ? Non mais rappelons les faits. Le seul espace dans lequel vous pouvez tenir des propos racistes, menacer quelqu'un de mort, tenir des propos homophobes, tenir des propos sexistes, tenir des propos violents à l'endroit de telle ou telle personnalité, c'est l'espace d'Internet. Si dans la rue vous avez des attitudes racistes ou homophobes ou autres, vous êtes condamné. Et si vous le faites sur une plateforme de différentes natures, sous le couvert de l'anonymat, vous pouvez dire absolument n'importe quoi, enfreindre la loi sans qu'aucun moyen ne soit mis en œuvre pour l'empêcher. Le racisme, il se combat pas par ce texte de loi. On fait rentrer la loi dans l'espace numérique qui y avait échappé jusqu'alors. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne loi. D'ailleurs, les débats se passent, je trouve, dans de bonnes conditions, puisque, comme ministre des Relations avec le Parlement... Vous y siégez ? Je veille toujours, en tout cas, au premier sens du terme d'ailleurs, à regarder la façon dont se passent les débats. Je crois que tout le monde reconnaît que cet espace Internet ne peut pas être l'espace de l'impunité. Parce que c'est le dernier refuge de ceux qui peuvent dire n'importe quoi et enfreindre la loi sans être inquiétés. C'est le rôle des plateformes. C'est leur rôle à eux de ne pas dire « Ah, ça n'est pas moi, c'est la liberté d'expression ». On ne peut pas dire n'importe quoi sur Internet comme on ne peut pas dire n'importe quoi dans la rue. Après, la question de comment on fait évoluer une société pour qu'elle soit, pour ceux qui le sont, moins homophobe, qu'elle soit moins raciste, ça c'est un travail de pédagogie. Mais est-ce que vous le menez ? Parce que c'est ça la vraie question. Non, c'est pas ça. C'est une autre question. Mais n'est-elle pas plus importante ? Ne nous cachons pas derrière. C'est pas facile de lutter contre le racisme ou le sentiment de xénophobie pour dire je ne fais pas condamner ou retirer sur Internet des contenus ou des propos qui seraient de cette nature-là. Parce que sinon, on ferait un défaut. S'il y a une loi pour interdire les propos injurieux, les propos racistes, les propos antisémites, c'est bien parce que c'est un des moyens, pas le seul, mais c'est un des moyens pour faire en sorte que ces propos-là ne se répandent pas. Le fait qu'ils ne puissent plus s'exprimer les fait-il disparaître ? Mais ce n'est pas... Les gens continueront à penser ce qu'ils pensent. Oui, mais c'est un deuxième sujet. L'un n'exclut pas l'autre. On peut à la fois être sur l'effet de la loi, mais on s'en saisit tous les jours. On essaie tous les jours d'avoir une parole qui permette à chacun de réfléchir en conscience et de ne pas aller dans les caricatures qui mènent souvent au racisme. Alors, venons-en à un autre sujet d'actualité. Il y a des grévistes, correcteurs à l'Éducation nationale, qui retiennent des notes. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a assuré que les résultats seraient donnés demain. Il a trouvé une parade. Ceux des élèves dont les notes n'auraient pas été transmises se verraient attribuer leur moyenne de l'année. Au contrôle continu, oui. Au contrôle continu, temporairement, jusqu'à ce que la note obtenue lors de l'examen soit donnée. Et si cette note-là était supérieure au contrôle continu, elle serait donc du coup retenue. Est-ce que c'est une rupture d'équité ? Est-ce que, comme le disent certains responsables syndicaux de l'Éducation nationale, c'est une rupture d'équité dans le baccalauréat 2019 ? Moi d'abord, et je connais bien cette profession et je connais leur esprit de responsabilité, il n'est pas normal. On peut avoir des différends avec un gouvernement, on peut avoir des revendications. Je rappelle que ce gouvernement a quand même stabilisé les crédits en termes d'éducation nationale, qu'on en a fait une priorité, qu'on a fait le dédoublement des classes en primaire. Donc on a quand même avancé, on a quand même plutôt donné des signaux pour améliorer les choses. Il y a tout de même 2000 postes en moins l'année prochaine, il ne faut pas le négliger, dont des professeurs. Non mais le volume de financement, c'est aussi la réduction du nombre d'élèves, c'est un fait démographique. Il y a moins d'enfants aujourd'hui qu'il y en avait peut-être il y a 5 ou 10 ans, donc c'est un fait démographique. Sur l'équité alors je pense que, moi je fais confiance aux professeurs pour faire la tâche qui leur incombe, c'est-à-dire de noter, ça ils l'ont fait, et d'envoyer les notes, c'est ça qui est en jeu. La deuxième question, c'est pas une rupture d'équité, puisqu'on est sur un dispositif provisoire. Le temps que les notes arrivent, c'est pas un dispositif définitif, mais c'est au moins pour ne pas laisser des jeunes, parce que moi je pense à eux aussi, et à leurs familles, qu'on laisserait pour... quelques pourcents ou quelques dizaines de milliers sans notes et dans l'attente de notes parce que des professeurs, par des modes d'action qui sont pas des modes d'action, alors ils sont pas classiques, mais je pense c'est dangereux de rentrer dans cette logique qui en fait vise à pénaliser une classe d'âge ou des jeunes alors qu'ils attendent les résultats des bacs, mais c'est pas une rupture d'équité. Les responsables syndicaux, ils ont raison d'être vigilants sur l'équité, mais l'équité c'est que tous les professeurs, d'abord, envoie les notes et corrige les copies. Abordons un dernier sujet. Cette semaine, la loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires, on dit la loi qui interdit la fessée, a été définitivement... un peu caricatural. Voilà, mais pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. La loi a été définitivement adoptée cette semaine. C'est une proposition de loi MoDem à l'origine, cette proposition de loi. C'est intéressant parce qu'on se souvient de François Bayrou en 2007. Il est devenu... connu de nos concitoyens et respecté par nos concitoyens avec cette gifle. Vous vous en souvenez pendant la campagne présidentielle? Je me souviens très bien. Il lui avait dit « Tu me fais pas les poches ». Un petit garçon qui essayait de lui prendre son portefeuille, il lui met une gifle « Tu me fais pas les poches ». Toutes les gifles sont à bannir, Marc Fesneau. Mais c'était de l'ordre du réflexe. Alors c'était il y a 17 ans. Si vous en parliez, la société a évolué.
C'était 2002. 2002, pardon, bien sûr, Oui, 2002. j'ai un très bon souvenir, Je c'était pensais 2002, bien entendu, Non, non, vous avez c'était raison, 2002. évidemment. C'était il y a 17 ans quand même. 2002, Le temps passe. bien entendu. Et quand vous en parlez avec François Bayrou, il n'en faisait pas un motif de gloire. Il avait dit qu'il avait été comme dans un réflexe d'un enfant qui effectivement lui faisait les poches. Mais je pense que ce texte, il permet aussi... moi, je reconnais volontiers, j'étais président de groupe quand le texte a été déposé, que j'étais assez dubitatif. Quand Maud Petit, qui m'a proposé cette PPL, je me demandais si on n'allait pas rentrer dans les caricatures qu'on a pu voir. Et au fond, il pose un débat qui est assez juste. C'est pour ça que je suis heureux que ce texte aboutisse, et y compris dans l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat. Il pose le rapport à la violence, et le rapport à la violence sous les différentes formes dans lesquelles elle peut s'exprimer quand dans le processus éducatif. Et je pense que c'est une loi qui, d'abord, au-delà d'être un élément, coercitif, est une loi qui vise à la pédagogie. Et à chaque fois qu'on porte la main sur un enfant, de se poser la question de la justification et des dégâts que ça peut produire chez un enfant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une avancée démocratique. On n'est pas très en avance, on est le 56e pays à voter cette loi. Donc, il était temps peut-être qu'on reporte ce regard différent, et après, c'est toute une évolution de société qu'il faut essayer de porter. Et moi, je suis heureux qu'on l'ait porté. Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, merci d'avoir été mon invité ce matin. Merci à vous.